Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder le sixième chapitre intitulé Interaction génique. Alors, c'est quoi l'interaction génique? Alors, c'est une relation entre les gènes pour exprimer un phénotype final. Alors, il y a des gènes, il y a des caractères qui sont codés ou contrôlés par un seul gène. Il y a d'autres caractères qui sont dits plurigéniques, ou bien polygéniques, c'est-à-dire des caractères ou des phénotypes codés ou contrôlés par plusieurs gènes. Alors on va voir aujourd'hui comment ces gènes interagissent entre eux pour donner un phénotype quelconque, ou comment est-ce qu'il y a des effets ou bien des gènes qui peuvent agir sur d'autres. Ils masquent par exemple leur expression, ou bien ils vont la conjuguer pour avoir un phénotype intermédiaire, etc. Alors commençons par un petit rappel sur les dominances et la récessivité. Alors pour une dominance complète, comme vous savez, c'est l'allèle dominant qui va supprimer carrément ou camoufler l'expression de l'allèle récessif. Et vous avez ici l'exemple de génotype de pigmentation normale et albinoceuse pour le poisson-chat. Vous avez ici, comme vous voyez ici, la pigmentation normale du poisson et ça, la pigmentation albinos. Alors cette pigmentation albinos, elle est causée par l'allèle récessif. Alors la dominance incomplète, alors cette fois-ci, la dominance incomplète, ce sont les gènes dominants qui ne masquent pas totalement la présence de l'autre gène ou bien de l'autre allèle. Donc il y a une sorte d'un phénotype intermédiaire où l'expression des deux allèles elle est présente. Alors ici vous avez l'exemple du Tilapia mozambica. Alors vous avez la pigmentation normale est noire grâce au génotype congé. La pigmentation dorée, c'est le résultat des allèles récessifs. Et vous avez un phénotype intermédiaire qui est le mélange des deux phénotypes pour donner lieu à une couleur bronze qui est l'individu hétérozygote. Alors voilà les trois phénotypes de la couleur de Tilapia mozambica issus des gènes avec dominance incomplète. Alors si vous faites ces différents croisements, vous allez voir des résultats tout à fait différents s'il s'agissait par exemple d'une dominance complète. Là, vous pouvez comparer les résultats de croisement en dominance incomplète et avec dominance complète que vous avez déjà effectué. Alors, il faut savoir que ces gènes, ou bien plusieurs gènes ayant une dominance incomplète, sont des gènes létaux en état homozygosie. Alors, létaux, c'est-à-dire qu'ils produisent la mort de l'individu qui porte ce génotype homozygote. Et là, vous avez un exemple du Tilapia aurea, la tilapia bleue, le gène qui code pour l'épine dorsale, le gène S, lorsqu'il est présent en état homozygote, l'individu est mort. Et bien sûr, puisqu'il est un allèle avec une dominance incomplète, il doit être, pour qu'il soit exprimé en état normal, il doit être homozygote. Et pour l'individu hétérozygote, l'épine dorsale elle est déformée. Un autre exemple de la dominance incomplète, c'est la fleur de baie de nuit. Vous avez la fleur rouge croisée avec la fleur blanche. Alors le résultat, si on avait dominance complète, par exemple le rouge va être, c'est le rouge qui va être exprimé, et puisqu'on a la dominance incomplète, voilà l'expression intermédiaire, c'est un
hein, c'est un phénotype intermédiaire où il y a le mélange entre les deux phénotypes parentaux. Alors, codominance. Alors, codominance, quelle est la différence entre la codominance et la dominance incomplète? Alors, la codominance, là, vous avez l'expression des deux gènes à la fois. Il n'y a pas de dominance l'un sur l'autre. Il n'y a pas, par exemple, un effet de un caractère intermédiaire, un phénotype intermédiaire. Par contre, vous avez ici la présence des deux caractères à la fois. Alors, vous avez ici la poule white blanche croisée avec un coq black, noir. Alors, la progéniture, il porte les deux caractères, soit blanche avec des taches noires ou bien noir avec des taches blanches. Donc dans ce cas-là, on parle d'un caractère qui est codominant. Et en codominance, on marque toujours les allèles. Il n'y a pas d'écriture conventionnelle, soit on marque avec des numéros B1, B2, ou bien avec des lettres en majuscule. Alors aussi, il y a ce qu'on appelle la surdominance. C'est quoi la surdominance? C'est que l'individu, la progéniture dépasse largement les parents. Ça, c'est la F1 issue de ce croisement entre les deux parents. Vous voyez que la taille dépasse largement la taille de ses parents. C'est pour cela qu'on parle de la surdominance. Alors, comment représenter ça pour mieux comprendre cet exemple? Alors, vous avez ici les parents avec les tailles qui correspondent à l'épi, dans ce cas-là, l'épi de maïs. Alors, la F1, il possède une taille plus grande, celle décrite pour les parents. Donc, pour l'autofécondation, on aura aussi les individus ayant un génotype hétérozygote et possèdent toujours une taille assez importante par rapport à celle des parents. Alors, passons maintenant à l'interaction entre les allèles, ou interaction génique, interaction allélique. Alors, cette interaction, plusieurs phénotypes sont contrôlés par l'action de deux gènes ou plusieurs gènes. Alors, le phénotype final est le résultat de l'interaction de ces gènes-là. Voilà le produit final qui sera le résultat de l'expression de plusieurs gènes. Alors, pour les types d'interactions, on distingue deux types. Vous avez les interactions non épistasiques, ce qu'on a vu jusqu'à l'instant. Ce sont les interactions qui ne modifient pas les proportions 9, 3, 3, 1. C'est une proportion de déhybride obtenue pour la F2. Vous l'avez déjà fait ça. Et pour l'interaction épistasique, le deuxième cas, le deuxième type, ce sont celles qui modifient justement les proportions 9, 3, 3, 1. Alors on va voir les différents types d'épistasie. Avant ça, je vais vous donner un rappel pour un petit exemple sur l'interaction non épistasique. Alors séparément, les gènes présentent des phénotypes différents, mais l'expression simultanée de ces caractères a lieu à un nouveau phénotype. On parle ici de gènes complémentaires. Alors vous avez ici l'exemple de gène ST qui contrôle la production de mélanophores, alors les cellules qui contiennent des pigments noirs, et le gène R, qui contrôle la production des xanthophores. Alors les xanthophores, ce sont des cellules qui contenant des caroténoïdes jaunes. Donc le gène présente une dominance complète. Donc lorsqu'on réalise un croisement à l'intérieur de F1, donc on aura une F2 avec une proportion 9, 3, 3, 1. Voilà les différents génotypes et les phénotypes correspondants. La
pigmentation normale pour ce type de génotype. Gris, pigmentation, bien la couleur grise, correspond à ce génotype-là. L'individu doré, voilà son génotype. Et le ghost, ou bien incolore, sont les individus ayant un génotype double homozygote récessif. Donc à la fin, on obtient voilà la proportion phénotypique relative aux allèles non épistasiques. Maintenant, pour les interactions épistasiques, alors les interactions épistasiques, c'est-à-dire le gène, un allèle d'un locus déterminé, il va modifier ou bien supprimer l'expression phénotypique d'un autre allèle dans un autre locus. C'est ça l'interaction épistasique. Donc, bien évidemment, la F2, la proportion de la F2 sera tout à fait différente, celle de 9, 3, 3, 1. Alors, on distingue 5 types d'épistasie. Alors, vous avez l'épistasie dominante, l'épistasie récessive, épistasie double dominante et épistasie double récessive. Et à la fin, on va voir l'épistasie double dominante et récessive. Alors, commençons par l'interaction épistasique dominante. Alors, le gène non épistasique peut s'exprimer seulement lorsque le génotype du locus épistasique est en état homozygote récessif. Alors, je vous rappelle que pour chaque type d'interaction épistasique, on va voir un exemple réel, comme ça, pour que vous puissiez comprendre mieux chaque type d'interaction génique. Alors, l'épistasie dominante produit des proportions phénotypiques 12, 3, 1. Alors, l'allèle dominant au locus épistasique évite l'expression du phénotype de l'autre gène. Vous avez l'exemple de un premier exemple sur l'albinisme chez le col de Fish. Alors vous avez le gène M, c'est le locus épistasique, M, qui va supprimer l'expression du deuxième gène. Alors S, le gène S, c'est le locus non épistasique. Alors voilà, en cas de dominance complète, ou bien de l'épistasie dominante, le fait d'avoir la présence d'un seul allèle épistasique dominant, peu importe la composition allélique de l'autre locus, l'allèle va s'exprimer, il va camoufler l'expression des autres pour imposer son phénotype qui est dans ce cas-là le col de Fish sombre. Alors pour que le deuxième locus puisse exprimer le locus épistasique doit être impérativement en état homozygote récessif pour avoir dans cette fois-ci la couleur claire. Et aussi vous avez lorsqu'il y a les deux loci sont homozygotes récessifs, le poisson va être albinos. Alors si on va appliquer ça ou bien mettre ça, schématiser ça sur un carré de Punnett, vous mettez ici les gamètes mâles, les gamètes femelles, et vous allez avoir la proportion 12, 3, 1, 12, le fait d'avoir un seul grand M, donc automatiquement la couleur va être sombre, clair, les trois clairs, donc la présence d'un grand S, et seul albinos, le double homozygote récessif. Alors, deuxième exemple, restons toujours dans le premier type qui est l'interaction épistasique dominante. Ce sont les motifs des écailles chez la carpe commune. Alors, la carpe commune, c'est un poisson d'origine asiatique, chinois. Alors, c'est une carpe chinoise. C'est le premier poisson produit en aquaculture au niveau mondial. Alors, le motif, la forme des écailles de la carpe commune est probablement le phénotype le plus important contrôlé par l'épistasie. Alors, les écailles réduites, les poissons possédant des écailles réduites seront destinés au marché européen
Et les poissons ayant des motifs des écailles normales ou bien sauvages sont destinés ou bien commercialisés sur les marchés asiatiques, plus précisément le Japon. Donc c'est un caractère contrôlé par de l'OSI avec interaction épistasique dominante et une des expressions phénotypiques est létale. Alors on va voir ça. Donc le phénotype dominant contrôlé par l'allèle S. Alors vous avez ici deux gènes. Le gène S contrôle la présence ou bien l'absence des écailles et le gène N modifier son motif. Alors en fonction de la composition allélique de chaque génotype, on aura une expression différente. D'accord? Alors le gène N est épistasique dominant létal, c'est-à-dire en état homozygote aussi, et il présente dominance incomplète. Donc le phénotype dominant contrôlé par S dans le motif normal, normal, voilà le normal, scald, c'est le motif normal, scald, bien les sauvages, les écailles sauvages. Le phénotype récessif contrôlé par l'allèle petit s avec un motif qui donne un motif avec un numéro réduit des écailles et des grandes tailles. Alors c'est le phénotype mirror. Alors un allèle N simple change le motif scald à un autre avec une ligne, dans la partie latérale de la cape, donnant lieu à un autre phénotype qui est line. Alors vous avez ici, normalement, si on va changer un seul allèle avec grand N, on aura un autre phénotype. Et aussi le grand N, il va changer. De mirror, on va passer à leader, c'est-à-dire sans écaille. Donc N, on avait dit que c'est un génotype, c'est un gène qui a dominance incomplète et est létal en état homozygote. Donc lorsqu'il va entrer dans chaque génotype, il va le modifier la forme via le motif de ces écailles. Voilà les quatre types de phénotypes de la même espèce en fonction, bien évidemment, de la conjonction, de la conjugaison des deux gènes ayant une interaction dominante. Passons maintenant à l'interaction épistasique récessive, c'est le deuxième exemple, ou bien le deuxième type d'épistasie. Alors, ici, le génotype récessif, c'est lui qui va supprimer l'expression phénotypique de l'autre locus. On avait vu le gène dominant qui supprime. Cette fois-ci, c'est le contraire, c'est le génotype récessif. Alors, les génotypes du locus non épistasique, ils vont s'exprimer seulement quand il y a un allèle dominant dans le locus épistasique. Et la proportion phénotypique obtenue, c'est 9, 3, 4. Exemple. Alors l'exemple, c'est la couleur des yeux de l'espèce de poisson, Astyanax fasciatus. Alors vous avez la couleur des yeux est codée par deux gènes. Contrôle génétique, sont deux gènes. Alors AB et BW. Le locus épistasique, c'est AB. On parle ici de locus de l'allèle épistasique récessif, donc plus montre le sauvage, et AB c'est l'allèle récessif, et le locus non épistasique c'est BW. Donc le génotype ABAB produit des yeux roses indépendamment du génotype du locus BW. Indépendamment, ce qui se passe ici, la présence, la nature de ce génotype, le deuxième locus, le ABAB, il va camoufler, supprimer l'expression. Donc, pour avoir une expression différente, il faut avoir absolument un allèle dominant dans chaque locus. Pour
que cette composition n'arrive pas à s'exprimer en useuse rose, il faut avoir un allèle dominant dans chaque locus, il doit avoir les yeux noirs, et pour que le locus non épistasique puisse s'exprimer, il doit être absolument en état homozygote et que l'autre locus présente au moins un allèle sauvage pour avoir des yeux marrons. Donc après on aura à la fin une proportion phénotypique 9, 4, 3. À la fin je vais vous montrer comment pour pouvoir se rappeler de toutes les proportions phénotypiques. Il y a un petit truc très simple pour pouvoir se souvenir. Alors, troisième type d'interaction épistasique, c'est la double dominante. Alors, double dominante, c'est la présence d'un allèle dominant dans l'un des deux locus empêche l'expression de l'autre locus. Donc, la proportion phénotypique sera une inversion totale de l'allèle dominant, c'est 15-1. 15-1, si vous avez l'exemple, c'est transparence des écailles chez le code des fichiers. Alors, contrôle génétique de gènes, on a toujours les deux gènes. Alors, DP1 et DP2, la pigmentation des écailles se produit uniquement si les deux loci sont homozygotes récessifs. Le reste des génotypes produisent des écailles transparentes. Alors, dans un carré de Punnett, si vous montrez ça sur un carré de Punnett, alors la F2 produit les proportions phénotypiques suivantes. Les écailles transparentes, 15, écailles pigmentées, voilà, un seul génotype qui donne les écailles pigmentées. Les autres, le fait d'avoir un seul allèle dominant dans l'un des deux locus, vous aurez l'expression des écailles transparentes ou l'expression du phénotype relatif au gène double dominant épistasique. Alors, le quatrième type, c'est l'interaction épistasique de double récessive. Alors, dans ce cas-là, les deux génotypes récessifs dans chaque locus produisent le même phénotype. Donc, il est nécessaire d'avoir un allèle dominant dans chaque locus pour produire le phénotype. La proportion dans la F2, c'est la 9,7. Alors, exemple, c'est la couleur de la chair du semen. Alors, cette couleur est contrôlée par les gènes A et B et par le biais d'interaction des gènes récessifs et de double. Donc, lorsqu'un des deux gènes A ou bien B, ou bien les deux sont homozygotes récessifs, la chair du semen est blanche. Lorsque les deux gènes sont récessifs, ou bien un des deux est homozygote, la couleur de la chair est blanche. La chair est rose et produite lorsqu'il y a au moins un allèle A et un allèle B. Donc vous avez un seul cas. Lorsqu'il y a au moins un allèle A et un allèle B, donc la chair sera rose. Mais il faut que cette condition soit présente pour que le phénotype de la chair soit rose. Alors, le cinquième, je pense, voilà, le cinquième type d'interaction épistasique, c'est la dominance, ce cas de dominante et récessive. Interaction épistasique dominante et récessive. Donc, la proportion phénotypique, c'est 13,3. Je vous donne ici l'exemple de la production de la malvidine chez la plante Primula. Donc, vous avez un allèle grand K du gène K produit de la malvidine. Un allèle petit K du gène K ne produit pas de malvidine. L'allèle grand D du gène D supprime la production, elle va supprimer la malvidine. Et l'allèle petit D du gène D ne supprime pas cette production. Donc, on va faire un croisement entre un individu qui produit de la malvidine et un autre individu qui ne produit pas.
Donc automatiquement, une F1 sera toute 100% sans production de malvidine. Une autofécondation de la F1 nous donnera une F2 composée, hein, voilà, composée d'une proportion génotypique 9, 3, 3, 1, mais avec une proportion phénotypique 13, 3. Hein, 13 sans production de la malvidine et 3 avec une production de la malvidine. Alors, comment je peux me souvenir de différentes proportions phénotypiques? Alors, c'est très simple. Je mets devant moi la proportion phénotypique sans épistasie. Alors, sans épistasie, vous avez la proportion en F2 d'un double hybride, c'est 9, 3, 3, 1. Je commence par je fais cet ordre: épistasie dominante, récessive, double récessive et dominante récessive. Donc pour la épistasie dominante, je fais la somme de ces deux premiers chiffres. Alors 12, 3, 1. Pour l'épistasie récessive, je fais la somme des deux derniers. Alors j'aurai donc une proportion 9, 3, 4. Pour épistasie double dominante, je fais la somme des trois premiers chiffres. Ça fait 15, 1. Épistasie double récessive, je fais la somme des trois derniers chiffres. Ça fait 9, 7. Et pour la dernière, il faut, c'est un cas isolé, un cas propre, c'est 13, 3. C'est pas un cas isolé, ce sont des chiffres propres à l'épistasie dominante et récessive. C'est la proportion 13, 3. Voilà.